C'est bon là? Oui, parfait. Alors, si, l'enseignement, c'est l'art de répéter, je vais répéter, des choses que Daniela a déjà, dites. Ça va aider à retenir, des choses. Alors, un point important, c'est, de se revisualiser ces 2 circulations, qui sont, parallèles dans la transposition des gros vaisseaux, du fait du mauvais positionnement des gros vaisseaux au-dessus des ventricules. Donc c'est toujours important de reprendre cette physiologie et de voir que ces circulations ne se croisent pas, sauf au niveau d'une éventuelle CIA, d'une CIV et du canal artériel. Donc c'est une cardiopathie qui est non viable à long terme, avec une survie spontanée de l'ordre de 10% à 1 an. Dans l'ère moderne, le traitement qui a été décrit, c'est donc le switch artériel que je vais vous décrire, notamment en vidéo. Mais c'est intéressant, je trouve, toujours de retourner un petit peu dans l'historique et de considérer que si c'est un traitement aujourd'hui qui est communément admis, il y a 40 ans, il n'en était pas du tout de même. Mais déjà, les physiologistes et les cardiopédiatres avaient compris l'intérêt du mixing, d'optimiser le mixing intracardiaque, de mettre en mode diapo. Alors, je ne sais pas comment, parce que mes écrans, ils sont en copie. Je vais essayer. Ça va prendre quelques secondes. Je suis conscient de ce que vous demandez là, mais partager. Je pense que si je partage cet écran, ce sera mieux. Ok, super. Vous m'entendez là, c'est bon? Mais là? Oui, on voit et on entend, c'est parfait. Alors donc, dès les années 50, c'est les cardiopédiatres qui se penchaient sur ces questions de transposition des gros vaisseaux. Ils ont réalisé que les patients qui avaient une CIV, qui avaient une CIA large, qui avaient un gros canal, ils avaient une meilleure survie. Alors, ce n'était pas non plus des survies de plusieurs années, mais ils survivaient mieux et plus longtemps, de l'ordre de semaines ou mois. Et à l'aide de l'expérimentation animale, ils ont confirmé cette hypothèse et ils ont réalisé que c'était peut-être bénéfique pour ces patients d'optimiser le mixing entre les cavités cardiaques, entre les circulations droite et gauche. Alors, on ne pouvait pas trop le faire au niveau intracardiaque dans les années 50 parce qu'on n'avait pas encore la CEC d'aujourd'hui. On ne pouvait pas trop le faire à un niveau, au niveau des gros vaisseaux, au niveau artériel, mais on pouvait le faire au niveau des oreillettes, en amont des oreillettes, notamment en créant des équivalents de CIA, en faisant des shunts entre les veines pulmonaires et les oreillettes droites. Ça, c'est les interventions de Blalock-Onlon qui, donc là, c'est des vieux schémas, hein, mais en gros, vous mettez des clans sur, d'une part, oreillette droite, d'autre part, les veines pulmonaires, et vous pouvez faire un shunt, là, une petite anastomose, pour créer optimiser la communication, donc faire un équivalent de Rashkin chirurgical. Avec l'avènement de la circulation extracorporelle dans les années 50-60, on finit par décrire les interventions de switch atrial, donc le fameux Senning et Mustard, qui sont des opérations physiologiques. Vous voyez ici représenté très schématiquement donc ces interventions. Donc ça, c'est avant l'intervention, ça c'est en post-opératoire. En gros, ici, c'est un Senning qui a été réalisé. Et donc, le principe, c'est de router les veines caves supérieures et inférieures vers la valve mitrale et vers le ventricule gauche qui va éjecter dans les AP. Et de la même manière, rerouter le retour veineux pulmonaire en postérieur là, vers le ventricule droit qui va éjecter dans l'aorte. Alors l'intérêt, c'était un petit peu que c'était une intervention qu'on pouvait réaliser dans les conditions chirurgicales et de CEC de l'époque. L'inconvénient, c'est de laisser un ventricule droit en position systémique.
avec les effets à long terme que vous connaissez en termes de dysfonctions qui vont apparaître quelques dizaines d'années après ces procédures. Et puis en fait, voilà, c'est finalement c'est les seules chirurgies qu'on maîtrisait dans les années 60-70 en raison des difficultés diagnostiques. Il faut se dire qu'il n'y avait pas l'échographie d'aujourd'hui. On connaissait pas, on savait pas très bien manager ces malades. Il n'y avait pas la prostaline. On n'avait pas très bien compris encore le principe de la vasculopathie pulmonaire, de la dysfonction ventriculaire droite et gauche qui apparaissait. Et enfin, on était incapable de réaliser le switch artériel d'aujourd'hui, notamment parce qu'on ne maîtrisait pas les anastomoses sur les coronaires. Et c'est finalement dans les années 75, il y a un chirurgien brésilien, Jaten, qui a décrit pour la première fois l'intervention de switch artériel. Et donc, qui a, selon l'histoire, ça a bénéficié d'une grande ovation au Congrès américain parce que c'était la première fois que quelqu'un décrivait un traitement complètement curatif d'une pathologie qui était fréquente et malheureusement tout à fait mortelle à l'époque. L'histoire, c'est aussi, il faut le répéter, c'est un grand succès chirurgical initial et puis après beaucoup de décès parce que c'était pas du tout la technique n'était pas encore complètement au point. Et donc, c'est la technique qu'on réalise encore aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Donc, le principe, c'est de mettre l'artère pulmonaire, de switcher les vaisseaux, donc de mettre l'artère pulmonaire au-dessus du ventricule droit et de mettre l'aorte au-dessus du ventricule gauche et aussi de déplacer les coronaires, de switcher les coronaires pour qu'elles se retrouvent à la sortie du ventricule gauche. Un autre apport important chirurgical, c'est la manœuvre de Lecomte au début des années 80, qui consiste à passer la bifurcation pulmonaire en avant de l'aorte. Et enfin, c'est important de rappeler que en fait, toutes ces séries là, dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, ces séries de switch, en fait, ça décrit des switches sur des transpos CIV. C'est-à-dire qu'on ne savait pas opérer des nouveau-nés. Quand Jaten il décrit ces interventions, en fait, on n'opère pas des nouveau-nés de 10 jours. On opère des transpos CIV qui ont un mois ou deux. Et donc, c'est que dans les années 80 qu'on décrit les premières séries de switch néonatal. Alors, les indications opératoires, Daniela, vous les avez déjà expliquées. Donc, en gros, en 2022-2023 maintenant aujourd'hui, on sait qu'une transpose en CIV, il faut l'opérer avant 2 semaines de vie, autour de J5, J7. Une transpo avec une CIV doit être opérée avant 3 mois. On peut se donner un petit peu de temps, étant donné qu'ils sont mieux tolérés et que le VG ne se déprépare pas, on peut attendre un petit peu que les petits prennent du poids. Le problème, si on attend, c'est en effet de voir une baisse des résistances vasculaires pulmonaires, une diminution de la post-charge du VG et donc un VG qui se désadapte. Les lésions qu'on peut retrouver associées, les lésions qui sont importantes pour le chirurgien, c'est donc une CIV associée à peu près dans 30-40% des cas, une sténose de la voie pulmonaire qui va devenir la voie aortique. Donc c'est très important à bien considérer, à bien diagnostiquer, parce que ça peut contre-indiquer complètement le switch. Vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser une voie pulmonaire sténosée au niveau systémique. Ce ne sera pas viable, ce serait en bas débit systémique. On peut aussi avoir une sténose de l'arche aortique, avoir une coarctation, avec nécessité d'une platie de la crosse associée. Ça, c'est important à savoir, notamment pour l'anesthésiste, parce que si on sait que, par exemple, si vous avez la classique transpose CV cohorte, il va falloir absolument que vous monitoriez une pression en radial droit. C'est très important. Et enfin, un point important, c'est les anomalies coronaires qui sont présentes selon les séries, mais entre 25 et 35% des cas, et qui vont modifier complètement le pronostic, parce qu'aujourd'hui, les séries de switch des années 2000 mettent en évidence une mortalité inférieure à 1% dans des dispositions coronaires normales, modales,
Et dès que vous avez des anomalies coronaires, vous avez une mortalité qui monte rapidement, qui va être entre 5 et 15%, avec une moyenne voilà, de 10% de mortalité en cas d'anomalie coronaire. Donc la checklist pour le chirurgien en préopératoire, bah, c'est l'état clinique du malade, savoir s'il a fait un choc préalable, s'il a eu un Rashkin, le poids du patient, c'est toujours très important. Et les données échographiques, bah, je ne fais que répéter, mais voilà, c'est l'état de la voie pulmonaire qui va passer en position gauche, sténose éventuelle, l'état de la valve pulmonaire avec éventuellement une bicuspidie, ce qui n'est pas rare, la présence d'une anomalie coronaire, un mal alignement commissural, la position des gros vaisseaux par rapport au ventricule, la présence d'une sévice associée et la présence de signes de coarctation. La disposition coronaire, je vous dis, c'est vraiment un point très important. Et c'est toujours très difficile en échographie. On ne peut pas affirmer en échographie à 100% d'une disposition coronaire. Donc, il y a toujours cette part un petit peu finalement, de découverte à l'ouverture du sternum. Et donc, les difficultés chirurgicales, c'est que vous pouvez connaître. Hein, c'est intéressant de venir au bloc opératoire. Donc, c'est différence de calibre entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Parfois, il faut beaucoup tricher pour restaurer la continuité entre la néo-aorte et l'aorte. Le mal-alignement commissural, bah, tout simplement parce qu'en fait, ça va vous gêner dans la réimplantation des coronaires. Si vous avez une rotation d'un culot par rapport à l'autre, on va dire de 60 degrés, ce qui arrive de temps en temps, il va falloir complètement modifier, repenser l'endroit où vous avez prévu de réimplanter les coronaires. Voilà, principalement. Pour ce qui est des temps opératoires, donc c'est toujours une sternotomie médiane classique. On va contrôler les artères pulmonaires, on contrôle le canal artériel, et ensuite directement on évalue les coronaires, la taille de la plaie, de l'aorte, la position des vaisseaux, et on part en circulation extracorporelle avec donc comme vous le voyez sur cette image d'artiste, mais qui représente bien les choses. Vous avez une cannulation artérielle au pied du TABC et deux canules veineuses dans la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, et une décharge gauche dans la confluence entre oreillette gauche et veine pulmonaire. Donc voilà, le projet, c'est vraiment donc de switcher les vaisseaux et de transposer les coronaires sur le néoculo aortique. Alors j'espère que les vidéos vont marcher mieux que l'an dernier. Alors le premier temps, donc là on a clampé, vous avez un clamp sur l'aorte en haut. Le premier temps, c'est donc de couper, réaliser l'aortotomie transverse. On n'entend plus rien, on n'a plus de son. Et là c'est bon ou pas? Ouais, ça revient à l'instant, mais la dernière minute, on n'a pas entendu. Ah ouais, d'accord. Bon, je vous refais la diapo alors. J'ai rien changé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez un problème de réseau. Alors donc le premier temps, c'est l'aortotomie. Premier temps, donc l'aorte elle est clampée là par ce petit clamp qui est au-dessus. On sectionne l'aortotomie de manière transverse. Le niveau de section est très important parce que c'est l'endroit à partir duquel vous allez prélever les coronaires. Donc c'est très important de bien considérer ce niveau. Il ne faut pas couper trop bas parce que sinon vous coupez dans les coronaires, voire au ras des commissures, ça peut être très dangereux. Et il ne faut pas couper trop haut non plus parce que sinon vous êtes trop loin des coronaires pour les prélever. Le deuxième temps, c'est donc le prélèvement des coronaires. Donc ça, c'est ce qui fait un petit peu toute la difficulté de cette intervention. Donc c'est les coronaires. Ici, on prélève la coronaire droite. Donc l'idée, c'est de prélever le maximum de collerette aortique associée
voyez ici la coronaire droite qui est beaucoup mobilisée. Et en fait, on prélève le maximum de collerette aortique. On prélève tout le sinus coronaire adjacent. Et ici la coronaire, l'ostium, donc c'est tout petit, hein. Et on prélève de l'autre côté, de la même manière. On prélève une large collerette. Ici, vous voyez la valve aortique qui est toute pellucide, hein, toute fine chez les nouveau-nés, qu'il faut vraiment préserver. Ici, vous voyez l'ostium coronaire gauche qui est ici. Et donc, on va de la même manière couper au ras de l'anneau aortique qui va devenir pulmonaire. Et avec un petit peu de bistouri électrique, on va finir de dégager cet ostium coronaire. Ensuite, on va réaliser l'artériotomie pulmonaire. Ici, vous avez vu dessus, vous avez la voie qui va devenir la voie pulmonaire, les coronaires, gauche et droite. Donc, on coupe la paix de manière transversale. C'est important de couper au bon endroit aussi, parce que là, vous êtes en train de couper ce qui va devenir la voie gauche, la voie aortique. Donc, si vous coupez trop bas au ras des commissures, voire dans les commissures, vous pouvez abîmer la valve qui va devenir aortique. Très attention. Et là, ici, sur la vidéo en bas à droite, on réalise la manœuvre de Lecomte. En gros, ça consiste juste à changer le clan d'emplacement pour permettre de réaliser facilement l'anastomose, enfin, les anastomoses des gros vaisseaux. Le temps suivant, c'est la réimplantation des coronaires. Donc, vous voyez, c'est important. C'est là que c'est important de considérer l'alignement commissural. Donc, si vous avez un mal alignement, il faut adapter l'endroit où vous allez réimplanter la coronaire. Et la réimplantation coronaire se fait à l'aide d'un surjet de fil en monofilament à marina longue non résorbable au 8-0 ou parfois 7-0. Et donc, là, ici, on réimplante la coronaire gauche. De la même manière, on incise ce qui va devenir l'ostium droit et on réimplante la coronaire droite. Excusez-moi, ça allait un petit peu vite sur la fin. Mais en gros, de la même manière, donc, voilà, on incise ici et on va réimplanter par une petite anastomose la coronaire droite. Donc, une fois que les coronaires sont réimplantés donc, dans ce qui va être l'aorte, on ferme l'aorte, on rétablit la continuité entre le néoculo aortique et l'aorte. Donc ça peut être un petit peu difficile dans la mesure où vous avez parfois une discongruence importante de calibre, donc qui nous impose un peu de tricher, ce qu'on dit, donc de tricher sur l'anastomose pour bien affronter les vaisseaux face à face. L'expérience montre que c'est important d'implanter notamment la coronaire droite, il faut la réimplanter bien haut. Donc je vous expliquerai un petit peu les difficultés techniques après. On reconstruit la voie droite. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu de switch artériel chez les nouveau-nés, en fait, en début d'intervention, on prélève le péricarde du patient. Étant donné qu'on a prélevé les coronaires avec une large proportion d'artères pulmonaires, de la future voie pulmonaire, il faut un petit peu redonner du tissu à cette voie, à cette néo-voie pulmonaire. Donc on le fait à l'aide d'un patch de péricarde qui est réimplanté à ce moment-là. Donc on va coudre ce patch de péricarde directement sur l'anneau pulmonaire. Voilà, comme c'est décrit sur le schéma en haut à droite de la diapositive. On reconstruit la voie droite. Voilà. Et ensuite, on rétablit on ferme la CIA de Rashkin qui a été réalisée. Vous voyez ici, on a ouvert l'oreillette droite. On ferme la CIA. Il y a des équipes qui ce temps-là qui le font en arrêt circulatoire pour être bien exposé, pour voir mieux, parce qu'il y a beaucoup de retours et on est souvent gêné par du sang à ce moment-là.
La Marie Lalonde, là, on ne fait pas d'arrêt circulatoire. Sort d'école. Et ensuite, on rétablit la continuité donc, de la voie droite. Donc, on réimplante la bifurcation pulmonaire sur le néoculo pulmonaire qui a été reconstruit par le patch de péricarde. Et là, on a déjà déclampé. Voilà. Donc, l'intervention a été est réalisée. Maintenant, les complications qu'on redoute beaucoup, c'est une ischémie coronaire. Si vous avez une anomalie de la cinétique segmentaire, si vous avez un électro, c'est très suspect. Il faut jamais hésiter à aller à la révision chirurgicale, réouvrir la aorte, aller vérifier les coronaires, parce que c'est vraiment ce qui fait ce qui conditionne le post-opératoire, surtout si vous avez eu des anomalies coronaires découvertes lors de la chirurgie. Et une autre complication assez classique, c'est la dysfonction ventriculaire qui peut nécessiter de laisser le sternum ouvert, éventuellement parfois une ECMO, c'était très rare. Sternum ouvert, on est de l'ordre de, ça doit être à peu près dans 10 des cas, 5 à 10 des cas. Donc les suites opératoires en réanimation, donc le malade il sort du bloc sous inhibiteur de phosphodiesterase, sous Perfan à l'hôpital Marie-Lalonde, c'est ce qu'on utilise. L'intervention elle est réalisée en normothermie avec une cardioplégie au sang chaud. Les patients ils sont souvent hypoxiques et un peu vasoplégiques les premières heures. Et ils récupèrent très rapidement. Ils sont souvent extubés dans la journée après l'intervention. Donc ça, c'est pour vous rappeler les difficultés. Donc vous avez vu, maintenant que vous avez vu un petit peu le principe de l'intervention, vous comprenez que les difficultés, c'est la reconstruction de la voie pulmonaire qui va devenir aortique. Donc si vous avez une valve pulmonaire qui est à l'évaluation échographique et de mauvaise qualité, sténosante, ça va contre-indiquer le switch, la disposition coronaire, le mal-alignement commissural avec, dont découle un petit peu la difficulté parfois de positionnement des coronaires, la position des vaisseaux, la présence d'une CIV associée, parce que là, on n'a pas décrit sur cette vidéo, mais si vous avez une CIV associée, il faut la fermer dans le même temps, et la présence d'une coartation qui nécessite là de faire une placie de la crosse dans le même temps. Alors, pour ce qui est des anomalies coronaires, donc Daniela vous a déjà montré cette classification qui a l'avantage d'être simple. Il y a eu d'autres classifications qui ont été faites sur ces dispositions coronaires, parce que en fait, tout est possible, hein, tout a été décrit. Mais la classification de Yacoub, elle a l'avantage d'être chirurgicale, d'être assez simple. Vous avez la disposition type A, ça c'est la disposition modale. Vous voyez, vous avez juste juste entre guillemets, à prélever la coronaire et à la implanter sur le culot correspondant en néo-aortique. Et les dispositions qui vont nous poser des grandes difficultés, c'est les B et C, c'est la coronaire unique. La coronaire unique, ça peut contre-indiquer, si c'est diagnostiqué en préopératoire, ça peut contre-indiquer le geste chirurgical. Ça peut complètement changer toute la stratégie. Et le type C, je vais vous montrer un exemple de type C. Mais voilà, donc ça, c'est la disposition type A normale qu'on retrouve dans 60-70% des cas. C'est le plus simple. Et pour ce qui est, dès que vous avez des anomalies, là, par exemple, sur cette vidéo, ça, c'est des coronaires de type C. Donc, vous avez les coronaires qui naissent toutes les deux du même sinus en postérieur, enfin du même sinus, juste à côté de la commissure. Donc, vous avez, là, je fais pause, vous avez la coronaire droite qui naît ici et la coronaire gauche qui naît ici avec un trajet intramural, juste à côté d'une commissure. Donc vous voyez bien que si on veut prélever une collerette d'aorte suffisamment importante pour faire une réimplantation de coronaire de qualité en toute sécurité, là il va falloir aller vraiment au ras de l'anneau pulmonaire et prélever un petit peu de commissure. Et ça va rendre tout compliqué. Et après, il va falloir en plus séparer les deux ossia parce qu'il faut les réimplanter en deux boutons différents.
là, on va raser au maximum l'anneau pulmonaire. Vous voyez ici, là, il y a un trajet intramural du tronc commun. Avec un bistouri, et ciseaux, on va prélever le maximum de coronaire. Là, on objective le trajet intramural. Là, on a mis dans l'IVA. Alors, pourquoi en 2 boutons? Pourquoi on réimplante? Là, parce que je vois la question tout de suite. Parce qu'en fait, ça, tu ne peux pas le réimplanter directement parce qu'il faudrait. Là, c'est la face postérieure du vaisseau. Là, on est en postérieur. Et il faudrait le réimplanter dans le vaisseau qui est en arrière. Donc, tu ne peux pas retourner. Sinon, sinon tu kinks. Si tu réimplantes ça directement dans ton vaisseau, ça kink. Les coronaires seront tordus. Donc, tu es obligé de. Tu es obligé de séparer en deux et de réimplanter en 2 boutons différents. Donc là, on a fait un unroofing de la coronaire qui avait un trajet intramural. Et ensuite, on va séparer les 2 coronaires et réimplanter séparément les 2 coronaires dans la néo-aorte. Donc, vous voyez la taille des coronaires, vous comprenez que ça engendre forcément une complexité chirurgicale qui est assez importante et donc qui explique la mortalité opératoire que vous retrouvez en post-op liée à des ischémies sur des mauvais positionnements ou sur des kinkings de coronaire. Voilà. Pour ce qui est de la préparation ventriculaire, vous avez, Daniela, vous en avez déjà parlé un petit peu, mais parce que je sais qu'il y en a qui se posent des questions là-dessus. En gros, nous, ce qu'on retient, c'est que si on a un VG dépréparé, c'est-à-dire qu'avec une masse, donc c'est une transpo vieillie, avec un ventricule gauche qui est affiné, qui a une masse diminuée, donc on va soit réaliser switch artériel plus ECMO post-op, soit cerclage pulmonaire plus ou moins shunt systémico-pulmonaire et switch artériel à J10, J30, selon l'évolution. Sachant que ça, c'est un programme qui est assez lourd, notamment le cerclage pulmonaire plus shunt. C'est généralement très dur à manager en post-opératoire. Et si vous avez un AVG qui est complètement dépréparé, vieilli, ça, c'est typiquement les transpos qui viennent un petit peu d'outre-mer là et qui arrivent avec des hémoglobines très importantes, avec voilà, avec très désaturées. Donc ça, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas de honte à faire un switch à l'étage atrial, type un Senning, parce que le reste du programme va être trop lourd à supporter. La préparation ventriculaire, ça a été décrit par Yacoub dès la fin des années 70. Et en gros, voilà, ça a déjà été décrit, mais ça, c'est des discussions qu'on a eu beaucoup peut-être dans les années 2000. On l'a peut-être moins aujourd'hui parce que c'est moins fréquent, je pense. À Maëlyn-Longue, on en voit, je dirais, 2 ou 3 par an, des VG vraiment très dépréparés, avec nécessité de réflexion sur l'optimisation, sur la préparation ventriculaire. Mais à chaque fois, c'est des grandes discussions pour savoir quel est, comment, comment on prépare au mieux. Est-ce qu'on va directement sur un switch plus ECMO? Est-ce qu'on fait une préparation? C'est toujours des grandes discussions. Voilà pour ce que j'avais à vous expliquer. Je vais quitter le diapo de la même manière et on va passer aux questions. Alors, J'ai une question sur les complications post-op. La première, ça reste quand même le saignement post-opératoire et la reprise, ou c'est vraiment en forme d'ischémie? alors, le vrai problème post-op, ce qui va vraiment faire la mortalité, c'est l'ischémie. Hein. Voilà, après, le saignement, généralement, c'est assez bien maîtrisé. Après, on a des excellents anesthésistes.
Donc je dis ça parce qu'il y a Mirella. On n'hésite pas à passer des plaquettes chez ces nouveau-nés, mais sinon, je dirais qu'avec de la patience, ça finit toujours par s'amender. Le saignement finit toujours par s'amender. Alors après, c'est vrai que si tu as un malade qui est fragile, qui est un petit peu choqué en pré-op et qui va avoir besoin de rester sternum ouvert, bah là, le saignement, tu vas forcément avoir plus de saignement, donc ça va probablement, il y aura peut-être une reprise ou deux dans la nuit, c'est possible. C'est vrai que dès que tu laisses le sternum ouvert, c'est possible d'avoir, ça fait plus de saignement. Et le problème, c'est vraiment l'ischémie coronaire. Et quand on voit les histoires a posteriori de malades qui ont eu des problèmes coronaires, il y a, il y a souvent eu un petit doute au bloc opératoire. C'est marrant parce que c'est toujours a posteriori, c'est toujours facile de revoir les histoires, mais tu as l'impression qu'il y avait souvent eu un petit signe ECG, un petit truc. Alors c'est rare, hein, ça arrive, je sais pas, je crois que ça arrive une fois par an, voilà, moins d'une fois par an. Mais il y avait souvent un petit doute dès le bloc opératoire, mais avec une fonction biventriculaire qui tenait la route. Et puis finalement, on va aller au KT et puis voir parfois des choses. Alors, j'arrive pas à voir j'ai même pas le chat. Il est là, le chat. Ça répond à votre question? Ouais, juste une autre question. Tu as fait ton internat à Brest, non? Ouais, exact. Ah ouais, ok. Non, non, on s'était vu pendant mon internat. Ok. Je Alors, sais plus. qu'est-ce que je peux dire? Euh, Tac, tac, tac. Pourquoi dysfonction ventriculaire? CEC prolongé, VGD conditionné. Bah oui, bien sûr, en fait, c'est toujours plurifactoriel. Bah, c'est la CEC, qui est parfois un temps de clampage qui va être autour de 60 minutes, 60 voire 80 minutes. Donc ça fait un peu de dysfonction ventriculaire. Mettre un ventricule gauche qui était initialement sous-pulmonaire en position systémique, bah, ça va faire un peu de dysfonction. Si peu que tu as une CIV associée que tu as fermée, ça rajoute un peu de clampage, donc ça va faire la dysfonction. Quel est l'intérêt de la mise systématiquement sous TATAS, notamment Prostine? Et est-ce qu'on peut associer un vasoconstricteur? Euh, Là, je vais un peu tricher et je vais me servir un peu de Mirella et éventuellement de Pierre aussi, qui est réanimateur, qui pourront probablement mieux répondre à ces questions. Le poids minimum de l'enfant pour procéder à cette chirurgie, il n'y a pas de poids minimum. Il n'y a pas de poids minimum. Non. Mais plus ils sont petits, plus c'est difficile. Ça, c'est certain. Je reprends l'histoire du patient qui a eu un Rashkin à 1 kg, là, cet enfant, on l'a opéré après. Et en fait, c'était un préma, il était né à 28 semaines, il grossissait pas, ça ramait, il avait du mal à le tenir en réhab éclair, pour plein de raisons, hein, c'est une maladie difficile. Et puis, et on a fini par l'opérer parce que ça semblait être la seule solution, mais le post-op a été très difficile parce qu'il a été opéré à un très petit poids, je ne sais plus quel poids il faisait, mais je crois qu'il faisait, je crois, 1,5 kg, 1,6 kg. C'est très compliqué. Différence entre intervention de Senning et de Mustard. C'est compliqué à expliquer sur un schéma. Et en fait, il faut plutôt des reconstructions 3D pour bien comprendre ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on réalise plus de Mustard. On réalise soit un Senning, soit des hémi-Mustard. Voilà. Pareil. Alors, la différence entre Senning et Mustard, hein, toujours pareil. Ce qu'il faut, c'est trouver des bons schémas sur Internet. Il faut trouver. En fait, moi, je peux l'expliquer, mais là, il faut que je prenne une feuille et un papier pour bien l'expliquer. Donc, si vous avez un chirurgien sous la main, demandez, ils vont bien expliquer. Quel est l'intérêt de la manœuvre de Lecomte? L'intérêt, c'est d'éloigner de placer la bifurcation pulmonaire en avant de l'aorte. C'est intéressant pour bien respecter les alignements des chambres de chasse ventriculo-artérielles. C'est important pour ça. Et parce que en fait, on ne savait pas où passer la bifurcation pulmonaire avant. Donc, c'est souvent assez antéro-postérieur, les transpos. Avant,
ils réimplantaient la bifurcation d'un côté droit ou côté gauche et c'était toujours difficile avec des sténoses en post-opératoire et puis finalement, on s'est rendu compte que, la passer directement devant, ça simplifie, beaucoup les choses. En quoi faire un cerclage de la voie pulmonaire prépare le VG? Et exactement, pour le rendre plus poussif. Bah oui, parce qu'en fait, le ventricule, c'est juste un muscle. Donc, en fait, si vous avez un VG qui pousse dans une AP, eh bien, en fait, il va être dépréparé, hein, enfin, il va perdre de la masse musculaire. Donc, l'intérêt, si tu cercles la voie pulmonaire, eh ben, en fait, tu vas augmenter la poche charge VG et le VG, il va être obligé de se muscler. C'est une problématique que tu n'as pas. C'est une problématique des transpos simples, hein. Les transpos CIV, ils vieillissent mieux plus longtemps et on peut les opérer plus tard parce qu'ils ont une CIV. Donc, vu qu'ils ont une CIV, ils ont une égalité de pression quasiment entre le VG et le VD. Donc, vu qu'il y a égalité de pression, tu vas conserver ta masse ventriculaire. Taux de mortalité post-opératoire, je l'ai un peu dit, hein, ça a été très élevé dans les années, au début des switches, hein, dans les années 80, c'était difficile. Et aujourd'hui, on est à moins d'1% de mortalité. Et toujours malheureusement, ce que j'ai dit, entre 5 et 10% de mortalité s'il y a des lésions, une anatomie coronaire défavorable. Notamment ce que je vous ai montré, l'anatomie coronaire, la type C, ça c'est très méchant. Là, même si ça se passe bien, ça peut être 10% de mortalité en post-opératoire. Qu'est-ce que l'hémimustarde? C'est un demi-mustarde. En pratique, ça, il faut demander. En gros, le mustarde, c'est le principe des mustardes et des sénings, c'est de tunneliser les veines, le retour veineux systémique et le retour veineux pulmonaire vers d'autres VAV. C'est-à-dire que si vous avez vos veines cave sup et veines cave inf qui sont initialement qui débouchent sur l'oreille droite et le ventricule droit, et en fait les rerouter ces veines cave supérieure et inférieure et les tunneliser vers la valve mitrale pour avoir donc veine cave mitrale VG. Le switch atrial est plus complexe. Pourquoi n'est-il pas proposé plus fréquemment? Alors le switch atrial, c'est pas forcément plus complexe. Et pourquoi n'est-il pas proposé plus fréquemment? Eh bien, parce qu'en fait, le problème du switch atrial, c'est que tu gardes ton VG en position sous-pulmonaire, ce qui n'est pas forcément un problème, mais surtout, tu mets ton ventricule droit, enfin, tu laisses ton ventricule droit en position sous-aortique, donc en position systémique. Et on sait que ça ne marche pas bien à long terme. On sait que on le sait, l'expérience des doubles discordances, plein de pathologies, que un ventricule droit en position systémique, il va durer, et puis finalement, dans la deuxième, troisième décade, il va commencer à faire des troubles du rythme. On est à la limite dans le temps. OK. On n'est pas limité dans le temps. Je suis pressé, oui, je suis désolé, je suis pressé parce qu'il faut que j'aille au bloc, en fait. Mais en gros, et pour revenir au VD systémique, le VD systémique, dans la deuxième, troisième décade, il va commencer à se dilater. Il va se dilater, donc la valve tricuspide va commencer à fuir. La valve tricuspide, elle va fuir dans son oreillette droite, en amont. L'oreillette va se dilater. On va faire des troubles du rythme. Et là, ça va être le cercle vicieux, parce que ça va être trouble du rythme, fuite de la VAV, dilatation ventriculaire, dysfonction diastolique, et puis dysfonction systolique. Voilà. Si on n'a plus de questions, peut-être Il y avait la que question, c'est dans le de, planning.